Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Geographica, le podcast qui parle de l'Afrique. Je suis Shams et je vais vous présenter l'épisode d'aujourd'hui consacré au conflit du Sahara occidental. Cet épisode vous sera présenté par Sacha qui répondra à mes questions. Salut Shams et salut à tous. Pour commencer, je vais vous donner quelques clés pour comprendre ce conflit. Le Sahara occidental est un espace situé au sud du Maroc, frontalier de la Mauritanie et de l'Algérie. Colonie espagnole de 1885 à 1975, il est depuis cette date un espace au statut indéterminé, au centre d'un conflit qui oppose le Maroc, qui revendique l'espace, et le Front Polisario, ayant fondé la République arabe sahraoui démocratique, et qui réclame son indépendance. Bien qu'ancien, le conflit est au cœur de l'actualité. Le gouvernement Trump, en décembre 2020, a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, un acte qui s'est prolongé en janvier 2021 par des accords pour l'ouverture d'un consulat américain dans la ville de Dakhla. Bien que ces informations semblent anodines, elles ont un impact majeur sur ce conflit qui dure maintenant depuis 46 ans. Certains de nos auditeurs ne connaissent peut-être pas la genèse de ce conflit et les différentes étapes qui ont conduit à la situation actuelle. Donc s'il te plaît Sacha, pourrais-tu nous les résumer ? Bien sûr Shams, en fait, le Sahara occidental est un vaste espace convoité qui n'a pourtant pas de frontières fixes. Celles-ci n'ont cessé de bouger au fur et à mesure du conflit. Les frontières les plus claires sont celles définies par les Espagnols pendant la période coloniale. Elles sont toujours celles qui figurent aujourd'hui sur les cartes, bien que sous des formes différentes, nous y reviendrons. Après le départ de l'Espagne, les accords de Madrid en 1975 répartissent l'ancienne colonie entre le Maroc, indépendant depuis 1956, qui obtient les 2 tiers les plus au nord, et la Mauritanie, indépendante depuis 1960, qui obtient le tiers sud. Toujours en 1975, le roi marocain Hassan II lance la Marche verte, avec pour objectif l'envoi de 350 000 Marocains au Sahara occidental, dont une grande part sont des employés de l'administration marocaine qui participeront progressivement à l'intégration du Sahara occidental en tant que région du Maroc, une région appelée dès 1976 les provinces du Sud. Une manœuvre qui a également permis de faire des Sahraouis une minorité face aux nouveaux arrivants venus du Nord. En parallèle, en 1973 est créé le Front Polisario, composé de la population sahraoui, qui lutte dans un premier temps contre l'occupation espagnole. Après l'accord de Madrid et le départ des Espagnols, il se dresse face aux revendications marocaines et mauritaniennes en réclamant l'indépendance du Sahara occidental. Le Front Polisario proclame en 1976 la naissance de la République arabe sahraoui démocratique, la RASD. Ces actions vont se multiplier pour chasser les deux pays qui se partagent l'espace. En 1978, l'armée du Polisario repousse la Mauritanie et signe un traité de reconnaissance de la RASD par la Mauritanie et de fait l'abandon de ses revendications territoriales. De peur de perdre son influence, le Maroc construit à partir de 1982 de grands murs de sable, appelés le Berm, qui vont tenir lieu de frontière et qui vont contraindre le Front Polisario à reculer progressivement sur un espace de plus en plus réduit et isolé, une fine bande enclavée le long de la frontière avec la Mauritanie qui représente 20% de la superficie totale du Sahara occidental. Ces murs de sable sont hautement sécurisés par l'armée marocaine, avec de nombreux postes de garde, mais aussi des zones minées. Le 30 août 1988, un accord est signé entre le Maroc et le Front Polisario et instaure une période transitoire au terme de laquelle un référendum d'autodétermination sera mis en place avec 2 issues possibles, l'annexion au Maroc ou l'indépendance de la RASD. Nous sommes toujours aujourd'hui dans cette période de transition avec aucun référendum à l'horizon. La mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental a été lancée en 1991. Mais quel a été son rôle dans ce conflit ? Alors comme l'intitulé de cette mission le suggère, les Nations Unies agissent en fait en tant que médiateurs entre les deux parties. Son but étant à terme d'organiser le référendum d'autodétermination et de l'encadrer. Pourtant, 30 ans plus tard, l'objectif de la mission n'est pas encore atteint. En effet, le contact entre les deux parties est très complexe. Pourtant, le Maroc a fait un pas en avant en 2007 en présentant à l'ONU un projet d'autonomisation du Sahara occidental avec la constitution d'un gouvernement et d'un parlement sahraoui. Un projet jugé impensable pour le Front Polisario qui exige l'indépendance. La mission des Nations Unies s'éternise, mais a prolongé malgré tout son mandat jusqu'en octobre 2021 en espérant parvenir à un consensus d'ici là. On entend souvent parler de l'Algérie et d'autres pays africains en tant qu'acteurs dans le conflit, mais tu n'en as toujours pas parlé jusque-là. Dis-moi, dans quelle mesure sont-ils impliqués ? En fait, au-delà d'un conflit territorial régional, la question du Sahara occidental est devenue une question qui divise les pays du continent africain. Dans un premier temps, le Sahara occidental est devenu un enjeu géopolitique et est le moyen pour les États de montrer leurs hégémonies respectives. L'Algérie se place en rivale du Maroc
en soutenant le Front Polisario et ses actions, un soutien réaffirmé récemment par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le pays accueille également les réfugiés sahraouis, environ 200 000 personnes qui ont préféré ou ont été obligées de quitter le Sahara occidental dès le début des conflits. Dans la perspective d'une autonomie et d'une indépendance, les camps sont organisés par le Polisario, tels que pourraient être les villes du Sahara occidental si celui-ci revenait aux Sahraouis. Chacun des camps porte le nom d'une agglomération, comme par exemple Dakhla, La Ayoun, Boujdour ou encore Smara, et sont organisés en différents échelons territoriaux, préfectures, communes et même quartiers. Avec la persistance de ce conflit, certains réfugiés sont dans ces camps depuis plus de 40 ans, avec des conditions de vie extrêmement difficiles. Le Sahara occidental est aussi à l'échelle continentale un sujet de tension entre les pays qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur l'espace, soit environ 32 pays, comme par exemple la Zambie, la Côte d'Ivoire ou encore la Gambie, qui y ont installé des consulats. D'une autre part, certains pays ne la reconnaissent pas, environ 20 pays dont l'Algérie et la Mauritanie. Pourtant, la République arabe sahraoui démocratique a été reconnue dès 1982 par l'Organisation de l'Union africaine, puis par l'Union africaine. Elle en est maintenant un membre éminent. Le conflit a également des rebondissements internationaux, comme nous l'avons expliqué en introduction, avec plusieurs pays qui reconnaissent la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental, une reconnaissance par les pays africains, mais aussi par certains pays d'Amérique du Sud ou encore d'Asie. Très bien. Et maintenant, j'aimerais savoir quel est l'intérêt pour le Maroc d'asseoir sa souveraineté sur cet espace. Les intérêts pour le Maroc sont multiples, mais majoritairement d'ordre économique. Tout d'abord, la question des ressources. Les provinces du Sud, administrées par le Maroc, contiennent des réserves importantes, en fer, en titane, en manganèse ou encore en phosphate, dont l'extraction place le Maroc au 2e rang des exportateurs mondiaux. C'est aussi et surtout les ressources halieutiques qui sont exploitées, puisque la façade maritime de plus de 1000 km est une des plus poissonneuses au monde. En effet, le passage du courant marin froid des Canaries est responsable d'un upwelling important, une remontée à la surface des nutriments et donc des poissons. La souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental lui permet aussi de développer des routes commerciales vers l'Afrique de l'Ouest. De nombreux accords bilatéraux ont été signés avec plusieurs pays, comme la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Nigeria. Tu parlais en début d'épisode des différentes formes de représentation du Sahara occidental sur les cartes. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, en effet, les représentations cartographiques traduisent en fait les points de vue des acteurs sur le conflit. Le Sahara occidental et ses frontières sont représentés sous 4 différentes formes. La première étant celle qui marque une frontière entre les deux ensembles et qui représente le Sahara occidental en tant que territoire à part entière. C'est le cas par exemple des cartes algériennes ou palestiniennes qui reconnaissent la République arabe sahraoui démocratique. La seconde est la représentation choisie par les Nations Unies, celle d'un territoire au statut indéterminé dont les frontières apparaissent en pointillés. La troisième représentation cartographique est celle de la fine bande dans laquelle évolue le Front Polisario, le long de la frontière mauritanienne. Cette représentation est utilisée par la RASD pour montrer l'administration marocaine à l'ouest et celle de la RASD à l'est. Enfin, la dernière représentation est celle du Sahara occidental comme englobé dans le royaume du Maroc. C'est le cas sur la carte administrative où le Sahara occidental représente seulement les provinces du Sud, ou encore sur la carte présentée par le Maroc lors de sa candidature à la Coupe du Monde 2026, où là encore, le Sahara occidental était partie intégrante du pays. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, l'équipe espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire et à faire part de vos remarques. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Aluma ye beni miriya de wallahi de di kaminan